Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler origine, histoire et passion. Le sujet du jour, le voici, je nommé l'égyptomanie. Alors, souvent, on me demande pourquoi est-ce que t'aimes autant l'Égypte ancienne Ben, je sais pas. Voilà. Donc, comme je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à cette question, moi je pars du principe que je fais partie de ce gros groupe de gens hyper passionnés de l'égyptologie et de l'Égypte en général, qu'on appelle les égyptomanes. Ouais, on dirait une secte. Et du coup, première question, du coup, l'égyptomanie, c'est quoi? C'est cette passion qu'on a pour l'Égypte en général. Alors, il y a égyptomanie, hein. T'as l'égyptomanie soft, où on aime bien, on s'informe, etc. Et après, il y a les grands collectionneurs, les gens qui connaissent certaines choses vraiment sur le bout des doigts, mais qui sont vraiment, probablement encore plus passionnés et plus savants que moi. Les égyptologues sont des passionnés, mais ils sont probablement moins égyptomanes que les égyptomanes, simplement parce que ils connaissent un peu les dessous des histoires, etc., les bons côtés, les mauvais côtés, et ça permet peut-être de refroidir un petit peu certaines passions. Alors, du coup, il faut se dire qu'en fait, l'égyptologie, cette passion pour l'Égypte en général, c'est quelque chose de très ancien en Europe, qui est assez ancré en fait chez nous depuis très longtemps. Parce que l'Égypte, bon, elle est un petit peu tombée dans l'oubli pendant le Moyen-Âge, hein, parce que personne ne s'intéressait au Moyen-Orient, hein, c'était très européano-centré à l'époque. Et la civilisation égyptienne commence à être redécouverte pendant la Renaissance. Là, on retrouve pas mal de... Parce qu'en fait, pendant la Renaissance, on ressort tous les textes gréco-latins. On ressort Hérodote, on ressort Platon, on ressort tout ça. Et du coup, on se dit, tiens, il y avait l'Égypte. C'est marrant. Et voilà, on recommence à faire des petites recherches. Les objets égyptiens font leur apparition dans ce qu'on appelle des cabinets de curiosité, c'est-à-dire des grandes salles où il y a plein de choses. Et on y retrouve également des momies. Et les momies, on leur prête déjà de nouveau des pouvoirs magiques, comme celui de faire, avec de la poudre de momie, une potion magique pour devenir immortel. Ne buvez pas ça, c'est pas très bon, je pense. Bref. Et donc les momies font directement l'objet d'un énorme trafic dès la fin du XVIe siècle, et jusqu'au XVIIe, XVIIIe, voilà, juste pendant très très longtemps, on a retrouvé des centaines et des milliers de momies réduites en poudre un peu partout. Alors, c'est donc là, en fait, on se retrouve au XVIIIe siècle, et là, l'Égypte connaît un énorme regain de popularité grâce à ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire une passion pour l'Orient, un mouvement intellectuel et artistique qui se traduit par une énorme passion des Occidentaux pour les Orientaux. Et c'est là qu'on tombe sur des trucs mais que je trouve fascinants, c'est ce qu'on appelle les turqueries, qu'on retrouve donc à Versailles, mais aussi en Allemagne, un peu partout. Et en fait, c'est tout simplement le fait de pouvoir tout rendre à la turque. On construit des mosquées dans les jardins parce que c'est joli. C'est très joli, mais c'est assez surprenant de se dire que ça y est, d'un coup, on passe en fait d'un mode de vie purement occidental à une idée de ce qui est oriental c'est très joli, mais on va l'occidentaliser de façon à ce que ça soit toujours joli de façon orientale, mais chez nous. Je sais pas si c'est clair, mais moi je trouve ça très rigolo. Et donc cet attrait pour l'Orient, on le retrouve dans la littérature. Donc on a les contes des mille et une nuits qui sont traduits. On a bien sûr évidemment le bourgeois gentilhomme, où on se retrouve avec quelqu'un qui se fait passer pour un prince turc. On se retrouve avec évidemment des musiques de Lully qui se rechangent un petit peu. Les lettres persanes de Montesquieu. Alors ça c'est très intéressant, parce que c'est l'histoire de plusieurs persans, de 2 persans qui voyagent en Europe, qui font « Ah, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça on n'a pas ça chez nous ». Et ça c'est intéressant parce que c'est globalement la même chose que font les Occidentaux quand ils vont en Orient. Ils font « Ah, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre, ça on n'a pas chez nous ». Et surtout les Occidentaux, ils font « Ah, ça on n'a pas chez nous, mais on voudrait bien le ramener ». Et c'est pour ça qu'on se retrouve du coup avec des mosquées dans des jardins, juste par pure idée de décoration. Ce truc-là vraiment m'a surprise au point que c'est mon exemple préféré.
Donc voilà, et donc, bien sûr, il y a des nombreuses pièces de théâtre qui prennent pour sujet l'Égypte, les pharaons, et bien évidemment, avec les nombreux conflits religieux, les histoires, notamment celles de Moïse, ressortent et deviennent des sujets de discussion et d'interprétation extrêmement intéressants. Donc voilà. Et donc, à côté de tout ça, la connaissance et l'étude de la civilisation égyptienne antique, en fait, ils font un bond de géant à la fin du XVIIIe grâce à Napoléon. Et oui, il y a toujours un moment où Napoléon apparaît quelque part. Et du coup, ce qu'on a, c'est donc Napo qui décide d'aller, qui accepte une mission en Égypte et qui emmène avec lui plein de savants qui donc viennent et prennent des croquis des pyramides, qui prennent des croquis du Sphinx, qui font des études, qui récupèrent énormément d'objets, d'éléments. Et vraiment, Napoléon emmène avec lui donc tous ces scientifiques et remporte quelques victoires pour la légende napoléonienne. En vrai, la campagne d'Égypte, c'est pas du tout un succès. Napoléon, il revient victorieux de par tous les trucs qu'il ramène, mais dans le fond, c'est les Anglais qui ont gagné. Bon, et ce qui est fascinant dans cette campagne, c'est que il ramène énormément de choses, des arts, des mathématiques, de l'ingénierie, des sciences naturelles, de la géographie, et c'est grâce, entre guillemets, à cette campagne qu'on sait autant de choses sur les Égyptiens antiques, qu'on sait comment est-ce qu'ils calculaient, qu'on sait comment est-ce qu'ils vénéraient tel ou tel dieu, le nom de certains pharaons, et plein d'autres choses encore. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est grâce à ce retour d'Égypte qu'on a un certain, mais non moins connu, Champollion, Jean-François Champollion, qui se dit « Ah bah là, il y a matière à étudier ». Et Champollion, c'est un linguiste, il parle plusieurs langues, donc il parle énormément de langues, dont l'hébreu, voilà. Et Champollion se dit « Tiens, les hiéroglyphes, c'est quand même vachement intéressant ». Et c'est là que Champollion décide de se prendre en fait à toute une recherche immense en Égypte, entre autres, mais sur les hiéroglyphes. Il va lui-même aller en Égypte, il va alors visiter le grand temple d'Abou Simbel, le temple de Ramsès II dans la vallée des rois, qui était alors complètement interdit au public, enfin c'est vraiment pas quelque chose de très intéressé. Et il va directement se mettre à chercher comment traduire les hiéroglyphes. Et c'est grâce à la découverte de la pierre de Rosette, qui est écrite donc en 3 langues, c'est-à-dire en grec ancien, en démotique et en hiéroglyphique, en hiératique et en hiéroglyphique, que lui, parlant de grec ancien, va donc d'abord traduire le texte en grec, puis ensuite va se rendre compte que c'est le même que le texte en hiératique, et va se dire « Ah, mais en fait, c'est le même que le texte en hiéroglyphique ». Et c'est ainsi de suite. Les premières choses qu'il va traduire, c'est le nom de Cléopâtre, par exemple, ou celui de Ramsès. Et grâce à ça, au fur et à mesure, il va comprendre comment est-ce que le symbole de la bouche fait à la fois le verbe « manger », mais aussi le son « re », par exemple. C'est plein de choses comme ça qu'on doit à Champollion et à cette passion pour l'Égypte. Et lorsque l'Égypte, le gouvernement égyptien, va offrir à la France l'obélisque qu'on retrouve aujourd'hui place de la Concorde, c'est en partie pour Champollion, pour ses exploits, pour ses recherches. Malheureusement, Champollion va mourir avant, c'est terrible, mais voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique et de sensationnel. Et c'est au milieu du 19e siècle que le grand public va pouvoir venir visiter, et c'est là qu'on va arriver à cette grande égyptomanie qui va vraiment dépasser les scientifiques pour aller vers nous, les simples gens, la petite population, la plèbe, où on va se dire « Ah ouais, waouh, les gens faisaient ça il y a très longtemps ». Et c'est ça qui est fascinant, je pense. Et c'est cette passion-là qui va bien sûr devenir gigantesque, puisque le tourisme en Égypte, c'est la majorité du revenu. Tout simplement, c'est énorme à quel point le tourisme va devenir une industrie en Égypte. Tout ça grâce à cette passion.
C'est comme ça qu'on va avoir donc à la fois donc énormément de produits dérivés, donc des nouveaux romans comme le roman de la momie, mais aussi une espèce d'énorme engouement pour les petits souvenirs, les petites pyramides, les petits sphinx, les papyrus, c'est-à-dire qu'on va créer des papyrus, on va fabriquer des papyrus en Égypte et les vendre au prix d'anciens papyrus à des touristes. Mais évidemment, quand on est au XIXe siècle, qu'on vient de se passionner d'un sujet, qu'on a juste mis de l'argent de côté pour faire son voyage, on ne fait pas forcément attention entre une ancienne statue et une nouvelle statue. Maintenant, on voit les différences, etc. On s'est expliqué dans les musées, mais c'est toujours très intéressant à voir. Alors, c'est cette énorme chose, cet énorme engouement par les touristes, c'est fascinant. Et ça va permettre en fait un deuxième point fort, c'est lorsqu'on va décider de construire un barrage à Assouan. Et là, c'est tout un monde qui se soulève parce que le temple qui se trouve là, qui se trouve sur les bords, en fait, va se retrouver englouti à cause de ce barrage. Et c'est là que l'UNESCO organise la plus grande manifestation connue. Ils vont littéralement découper cette montagne parce que le temple est construit dans de la roche, dans la montagne. Ils vont découper le temple et la montagne et, comme un énorme puzzle, tout reconstruire plus loin. C'est exceptionnel. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les archéologues viennent et plongent dans le lac qui s'est créé, le lac Nasser, pour pouvoir voir ce qui se passait en dessous, découvrir ce qui était en dessous, parce que tout ce qui était souterrain s'est retrouvé englouti et n'a pas pu être déplacé. Mais l'ensemble du temple a été entièrement déplacé. Et ça, c'est fantastique aussi. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on a ? La découverte de Toutankhamon. Oui, parce qu'on ne peut pas faire Napoléon, Champollion sans passer par Toutankhamon. Au bout d'un moment, il faut tous les faire. Et donc, Toutankhamon, sa tombe a été découverte en 1922 par Howard Carter. Et c'est une découverte majeure qui va devenir encore plus sensationnelle à partir du moment où un journaliste britannique s'est dit « Tiens, est-ce que tous les gens qui meurent les uns à la suite des autres, ce ne serait pas une malédiction ?» Et il va écrire un article qui va devenir le fruit de centaines et de centaines, enfin de dizaines de films, de centaines d'articles, il va couler énormément d'encre pour pas grand-chose. Les gens sont morts par accident, par maladie, par vieillesse. Il n'y a pas de malédiction. Mais ça va donner un engouement phénoménal. Tout ça pour dire que l'Égypte ancienne, c'est une civilisation qui passionne, même si souvent on s'arrête à la conquête par les Romains, alors qu'il y a toute une période de Moyen-Âge égyptien sous la domination arabe, il y a toute une période également sous domination anglaise. Toute la civilisation égyptienne est particulièrement intéressante à étudier. Et moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est certain que je me suis laissée entraîner par quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt parce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.